Bonsoir Delphine Batho. Bonsoir. Vous êtes députée des Deux-Sèvres et porte-parole de la campagne de François Hollande. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Bon, finalement, Nicolas Sarkozy, c'est pas très bien dans les sondages, il y en a encore aujourd'hui, mais il peut se rassurer. Il a Benoît Hamon et Henri Emmanuelli sur lesquels il peut compter pour saboter la campagne de son adversaire, non ? Je ne crois pas qu'on puisse dire cela. Vous savez, notre campagne tient son rythme, garde son cap, monte en puissance. Je crois que la candidature de François Hollande est portée par une force qui maintenant ne va pas s'arrêter et irréversible. Malgré Benoît Hamon et Henri Emmanuelli. Je vais y venir, je ne vais pas éluder. Qui, malgré les crocs en jambes, je crois qu'il y a une envie de changement profonde dans le pays et que seul François Hollande aujourd'hui est le candidat du changement. Alors effectivement, quand il y a des petites fausses notes, c'est nécessaire qu'il y ait des mises au point. Il a fait la grosse voix, là, François Hollande, aujourd'hui. Ça va marcher ? C'est pas son style. Son style, vous savez, c'est celui du calme et du sang-froid, du candidat qui maîtrise son calendrier, qui ne se laisse pas dicter les choses et qui, effectivement, a fait une mise au point avec une autorité juste et mesurée, parce que c'était nécessaire. Pourquoi ? Parce que nos adversaires sont à l'affût de la moindre erreur. Il y a quand même quelque chose de disproportionné. Il y a un ministre de la République, Bruno Le Maire, qui est en désaccord total avec Nicolas Sarkozy, par exemple sur l'augmentation de TVA, qui dit qu'il y a eu de lourds échecs au long du quinquennat. Il y a de nombreux députés, Gilles Carrez, Christian Estrosi, qui sont en désaccord avec la TVA sociale. On le dit aussi, hein. Ça ne fait pas, vous l'avez dit hier d'ailleurs, j'ai observé, je vous en donne acte, mais ça ne fait pas, vous voyez, le deuxième titre du journal télévisé. Donc il faut qu'on sache, nous la gauche, que nous avons cette responsabilité d'être toujours unis. Et je veux en même temps relativiser, parce que moi j'ai jamais vu une telle unité, un tel déploiement des socialistes. Laurent Fabius faisait un point de presse lundi matin, Martine Aubry était à Grande-Range, Ségolène Royal était sur votre antenne ce matin. Donc vous avez fait la campagne de 2007 avec Ségolène Royal et c'était beaucoup plus dur, c'est ça ? Oui, et donc nous sommes aujourd'hui très unis. Il y a aussi autour de François Hollande toute une nouvelle génération. Bernard Cazeneuve, Najat Vallaud-Belkacem. Delphine Batho, écoutez, vous parliez de Martine Aubry quand même. Benoît Hamon, donc je le rappelle pour nos téléspectateurs, avec Henri Emmanuelli, ils ont signé un communiqué pour dire les 60 000 postes de fonctionnaires dans l'éducation, ils ne doivent pas être par redéploiement, ça ne doit pas supprimer des postes d'infirmières ou des postes de policiers, ça doit être des créations pures et simples. Et là-dessus, Jérôme Cahuzac, qui est proche de François Hollande, avait dit non, c'est du redéploiement. Ce matin, c'était dans le sens inverse. Oui, c'est ça, c'était dans le sens inverse, absolument. Et justement, non, parce que je voudrais que vous regardiez, on a été un peu surpris. Martine Aubry, elle a aussi essayé de recadrer tout le monde, mais quand même, elle couvre un peu Benoît Hamon. Regardez, c'est Apolline de Malherbe qui nous l'a montré hier soir. Toujours une ou deux voix. Tant pis pour eux. Ils ne nous empêcheront pas de gagner. Que ceux qui ont besoin de faire parler d'eux se taisent. Il a répondu à une déclaration d'un membre de l'équipe de François Hollande qui n'avait pas non plus à s'exprimer et à donner des précisions qui d'ailleurs ne sont pas correctes par rapport à ce que pense notre candidat. Bon, voilà, on s'envoie quand même des gracieusetés, je suis désolée. Et c'est quand même la première secrétaire. Et ça va très bien entre eux, disent-ils tous les jours. Mais là, c'est un vrai couac. Non, c'est pas un couac. Peut-être une petite fausse note, mais c'est pas un couac. Et je n'adhère pas à cette idée du feuilleton des couacs. Nous sommes sur un chemin qui va droit. D'ailleurs, l'hésitation n'est pas dans notre camp aujourd'hui. Celui qui est un faux président de la République, mais un vrai candidat, qui ne sait pas quand il est en campagne ou pas, c'est Nicolas Sarkozy. Et ce qui compte pour les socialistes, pour qu'on peut-être expliquer. Vous savez, quand on est à l'approche de la présentation d'une plateforme présidentielle, puisque François Hollande, la semaine prochaine... C'est dimanche ? Dimanche, il donnera sa vision de la France, de la République. Et la semaine suivante, il présentera sa plateforme. La date sera communiquée, rendue publique prochainement. Dimanche, évidemment, il donnera... Elle n'est pas encore fixée. Il donnera d'ores et déjà ses priorités pour le redressement, la justice, l'éducation. Il y aura des indications fortes. C'est un feuilleton, quand même. Mais c'est un calendrier qui est maîtrisé. C'est pas un feuilleton. C'est quelque chose de sérieux. Et d'ailleurs, heureusement que François Hollande maîtrise ses rythmes. Parce que si nous avions, à l'injonction de la presse, cédé et présenté un projet au mois de novembre ou au mois de décembre, quand le triple A est tombé, on nous aurait dit « mais votre projet ne tient plus la route ». Donc nous sommes sur un calendrier déterminé auquel nous tenons. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que dans la phase d'élaboration d'un projet, parce que c'est la culture de la gauche, il peut y avoir une discussion. Mais cette discussion, je crois,
parce qu'on est en campagne électorale, n'a pas été étalé publiquement, et c'est ce qu'a rappelé François Hollande. Juste pour finir, sur ce chapitre, Henri Emmanuelli fait une interview dans Le Monde aujourd'hui où il dit on ne doit pas être dans l'austérité, donc il reste sur la ligne il dit de ce n'est Benoît pas, Hamon. d'ailleurs, ce n'est pas la politique de François Hollande, l'austérité. Oui. Justement, François Hollande aujourd'hui, et je n'ai pas vocation à répondre à Henri Emmanuelli, mais d'ailleurs il le dit lui-même dans cette interview. Enfin, il n'a donc, pas faut l'air de se ranger, il n'a pas l'air de se ranger, Si, il tout à fait. persiste et D'ailleurs, signe. non, cette mise au point a été acceptée par tout le monde, et d'ailleurs la position de François Hollande sur le fond du sujet Oui, c'est une bonne idée, tiens. Alors, est extrêmement claire, c'est laquelle ? n'a jamais varié. Il y aura bien, sur la durée du quinquennat, la création de 60 000 postes dans l'éducation nationale, c'est-à-dire la création de 12 000 postes nets par an. Ça se fera à périmètre constant dans la fonction publique d'État, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'intention d'augmenter globalement le nombre de fonctionnaires, mais il y aura bien un effort important pour l'éducation nationale. Moi, je suis élue des Deux-Sèvres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va prendre on va créer 12 000 postes de fonctionnaires dans l'éducation, mais on va prendre 12 000 postes de fonctionnaires dans les autres secteurs. Non. À l'hôpital, dans la police, Non. dans la justice, dans l'administration Non. à Bercy, enfin je sais pas. C'est absurde Non. de dire Alors ça. quoi ? Il y a chaque année 60 000 fonctionnaires qui partent à la retraite, dont 30 000 dans l'éducation nationale. Les 30 000 dans l'éducation nationale seront intégralement remplacés, et à cela s'ajouteront 12 000 postes supplémentaires. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'il y aura des redéploiements, c'est-à-dire que dans certaines administrations, certains départs à la retraite ne seront pas remplacés. Là, vous demandez un degré de précision qui pourrait être celui du discours de politique générale d'un Premier ministre après une élection présidentielle. Donc, nous aurons l'occasion de préciser les choses la semaine prochaine. En tout cas, vous verrez, c'est parfaitement crédible, précis et détaillé. Et pour nous, l'éducation n'est pas un coût. Il ne faut pas penser à l'éducation qu'en termes de coûts, mais aussi en termes d'investissement. Il y a plusieurs questions aujourd'hui, des annonces dont François Hollande a fait part. Il a annoncé que s'il était au pouvoir, il bloquerait le prix de l'essence. Et à ce à quoi a répondu l'UMP en disant « Mais si vous voulez rétablir la TIPP flottante, vous n'avez qu'à vous adresser aux régions qui augmentent, régions en majorité socialiste, qui augmentent de 2,5 centimes par litre le prix de l'essence parce qu'elles veulent pénaliser les voitures polluantes, parce que c'est une taxe prise par la région, par les collectivités locales. Adressez-vous déjà aux socialistes, vos amis, pour baisser le prix de l'essence. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que c'est eux qui ont supprimé la TIPP flottante, c'est-à-dire qui ont instauré ce système. Et la proposition de François Hollande, moi je suis élue dans les Deux-Sèvres d'une circonscription rurale. Les gens n'ont pas le choix pour aller au travail que de prendre leur voiture. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas une voiture électrique suffisamment développée parce que la France a accumulé un grand retard dans ce domaine. Donc la proposition est très simple, c'est de faire d'abord un blocage temporaire des prix de l'essence. C'est possible, ça avait été fait par le gouvernement de Pierre Bérégovoy. Il y a un article du Code du commerce, si vous voulez des précisions, vous voyez, c'est l'article L410-2 du Code du commerce qui permet de faire cela. Et ça permettrait dans le même temps d'avoir une discussion quand même avec les groupes pétroliers. On se souvient des bénéfices du groupe Total. Et donc, ce qui est choquant aujourd'hui pour les Français, c'est que non seulement l'essence augmente, mais on peut avoir le sentiment que l'État, au passage mécaniquement, s'enrichit sur la hausse de l'essence et les groupes pétroliers. Mais donc, en aussi. attendant, on ne demande pas aux élus socialistes des régions d'arrêter de prélever ces 2,5 centimes sur le prix. La TIPP flottante, et donc je pense que c'est un procès injuste qui est fait là par l'UMP, qui, si j'ai bien compris le communiqué aussi de M. Lefebvre, recommande aux automobilistes en fait d'aller sur Internet pour voir simplement les différents prix des stations essence. Mais j'avais envie de lui dire, les automobilistes savent... Ils le font déjà, en fait. Et connaissent les différences... Vous êtes une spécialiste des questions de police. À l'intérieur du Parti socialiste, vous êtes intéressée depuis longtemps à ces questions. Il y a deux questions précises. Après l'accusation contre l'inspection générale des services, la fameuse IGS, d'avoir monté des dossiers qui se seraient révélés faux contre des hauts fonctionnaires proches de la gauche, Daniel Vaillant, l'ancien ministre, a dit il faut supprimer l'IGS. Est-ce que c'est la position du candidat Hollande ? Est-ce qu'il faut supprimer l'inspection générale des services ? Ce que nous demandons d'abord, c'est que toute la clarté soit faite dans cette affaire. D'accord, mais donc est-ce que vous ne demandez pas la suppression de l'inspection générale des services ? Je ne suis pas là ce soir comme porte-parole de François Hollande pour vous faire des annonces, non plus à la place de François Rebsamen. Nous, ce que nous voulons, puisque là vous abordez une affaire très précise, c'est d'abord que Claude Guéant réponde aux questions qui sont posées sur cette affaire, sur ce dont il avait lui-même connaissance. Et vous avez vu qu'il élude et qu'il a même attaqué en diffamation le porte-parole de François Hollande, Bruno Le Roux.
Deuxième question, c'est Bernard Squarcini, le patron de la direction centrale du renseignement intérieur. C'était le regroupement de la DST et des renseignements généraux, et qui est aujourd'hui accusé dans un livre d'être l'espion, je cite, du président et d'avoir fait une sorte de police politique. Est-ce que vous allez supprimer la DCRI quand vous allez arriver au pouvoir, si vous y arrivez? Certainement pas, parce que nous ne confondons pas les responsabilités de Bernard Squarcini et de ceux qui sont au-dessus de lui avec le travail des fonctionnaires de ce service qui est celui du renseignement intérieur. Si ce qui est dans ce livre est vrai, c'est extrêmement préoccupant. Et moi, j'aimerais d'ailleurs avoir la garantie qu'il n'y a pas l'existence de cette fameuse sous-division R. Et si la France avait, ce qu'ont beaucoup d'autres démocraties, une vraie commission de contrôle parlementaire des services de renseignement, on pourrait s'en assurer et faire cette vérification. Elle sera créée? Oui, je l'espère. C'est une proposition que nous portons depuis très très longtemps. La deuxième chose, c'est qu'en plus, M. Squarcini est mis en examen dans l'affaire de l'espionnage de vos confrères du journal Le Monde. Et donc, il y a aujourd'hui un grave problème de crédibilité de nos services de renseignement, vis-à-vis notamment de nos partenaires étrangers. Quelle conclusion en tirez-vous? La conclusion, c'est qu'il aurait dû démissionner et qu'il faut se poser la question de pourquoi il n'est pas démissionné. Très certainement parce qu'il n'est dans tout ça qu'un lampiste, qu'il n'a été que l'exécutant des ordres de M. Guéant. Et derrière M. Guéant, il y a M. Sarkozy. Monsieur Squarcini qui porte plainte ce soir contre ce livre, oui. Évidemment, et qui réfute toutes les informations qui sont dans ce livre. Oui, mais ce que je vous disais, il y a quand même des faits, sans doute les journalistes répondront, est aussi basé sur cette mise en examen. Monsieur Squarcini a le droit à la présomption d'innocence, comme tout le monde, mais il exerce des responsabilités dans lesquelles c'est un problème d'avoir aujourd'hui le patron de nos services de renseignement, qui sont quand même, excusez du peu, chargés de la lutte contre le terrorisme, qui est mis en examen, qui est mis en cause dans des ouvrages aussi préoccupants dans les informations dont il témoigne. Merci beaucoup Delphine Batho d'être venue sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Après le journal de Jean-Rémy Baudot, nous aurons un face-à-face entre Clémentine Autain, qui représente le Front de Gauche, et l'écrivain Jean-François Kahn. A tout de suite.